Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Avant-dernière étape de ce Tour de France, dernière étape où il peut se passer des choses. Bon, au niveau du général, on va dire des 2-3 premiers, il ne devrait pas y avoir de grands changements, à part si Pogacar est vraiment en méforme. Par contre, derrière, il peut y avoir une belle bagarre pour l'échapper, et puis il y a encore quelques places où c'est assez serré, donc on verra comment ça va se passer dans cette étape du côté du Tour de France 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez en difficulté sur cette étape. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, cyclisme, F1, football. Il y a du contenu. Ah, me vois-tu, me voilà. Vous pouvez, même si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens, faire un super thanks. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, il y a également TikTok, le débrief rapide juste après l'arrivée de l'étape. Dernier moment pour renverser la course, j'avais marqué ça il y a 3 semaines, plus de 3 semaines, même il y a un mois quasiment. Bon, en réalité, maintenant on sait que pour renverser la course, on ne perdra pas 7 minutes. Encore une fois, moi j'avais dit dans les vidéos, déjà une 15, une 20, faut quand même un peu y aller. Faut déclencher la course de loin. Donc là, avec 7 minutes d'écart, ça ne sera pas le cas. Mais c'est une étape courte avec une arrivée particulière sur le plat. Cette arrivée du côté du Markstein, ça ressemble à ce qu'on a vu notamment sur le Tour d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'on a une montée et puis on a 8-9 km après derrière où il faut continuer, il faut réussir à remettre du braquet et c'est très compliqué de remettre du braquet, donc on peut faire des écarts sur ce type d'arrivée. L'écart au sommet peut être doublé à l'arrivée au bout de 9 km, donc voilà, ça peut correspondre vraiment aux coureurs costauds. Elle ressemble bien entendu cette étape à l'étape numéro 7 du Tour de France Femmes 2022. Peu de temps de repos entre chaque col, on enchaîne Platzer-Vassel, petit ballon, Platzer-Vassel, mais également à un moment on aura 2 côtes de deuxième catégorie, une côte de troisième catégorie qui s'enchaînent en 25 km. En même temps, avec 134 km seulement, vous avez 2, 3, 5, 6 cols au programme. Donc forcément, il y a des enchaînements. On pourra avoir une belle bagarre dans l'échappée. Ça pourrait être un beau spectacle. Et puis, bien entendu, là, je pense qu'on a vraiment entamé la tournée d'adieu de Thibaut Pinot sur cette étape. C'est-à-dire que le fan club de Thibaut Pinot devrait être présent dans beaucoup de lieux, comme le fan club d'Axel Zinglet également. Qui est alsacien, donc c'est pas très loin de la zone d'arrivée. Du côté du dénivelé positif, 3471 mètres, c'est la 6e étape avec le plus de dénivelé positif, mais je rappelle que c'est seulement sur 134 km, donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a un bel enchaînement de bosses. Et puis du côté du classement de la montagne, 37 points à prendre. C'est-à-dire qu'on peut encore avoir une bagarre entre les Félix Gall, les Chiconnets sur ce final. Et puis surtout, il faudra prendre un petit peu de points parce que Pogacar, il peut également tenter d'aller chercher le maillot à poids ou Vingegaard également. On regarde tout de suite le profil de cette étape. On regarde tout de suite le parcours de cette étape sur la carte. Comme vous le voyez, on part de Belfort pour arriver du côté du Markstein. Donc parcours qui va plutôt monter au nord dans une première partie. Avec le grand ballon d'Alsace, c'est la première difficulté du jour. Et puis après, on redescend vers le sprint intermédiaire. Cet enchaînement de côtes qui se fera avant Münster, le pied de Münster. Et puis on passe par le petit ballon enchaîné avec le Platzer-Vassel, sur la fin d'étape. Et l'arrivée du côté du Markstein, vous voyez, il y a bien une dizaine de kilomètres entre le Platzer-Vassel et le Markstein. On regarde tout de suite cette étape, seulement 134 km, c'est extrêmement court, avec un parcours qui va surtout être difficile dans la fin de journée, avec cet enchaînement du petit ballon et du Platzer-Vassel qui devrait permettre de décanter les derniers petits écarts du général, et également la victoire d'étape. Première difficulté du jour qui arrive au bout d'une dizaine de kilomètres avec ce ballon d'Alsace, 11 km 500 à 5,3% de moyenne au kilomètre 23,5, c'est une côte de deuxième catégorie. Le ballon d'Alsace, c'est pas extrêmement dur, c'est très très régulier. Voilà, ce col du ballon d'Alsace,
On est sur des pentes qui vont être entre 5 et 6%. Ben, c'est super régulier. À part ce passage entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 à 7,8%, sinon voilà, c'est pas une côte très difficile. Très difficile. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à la veille de l'arrivée, donc forcément il n'y a plus beaucoup de réserves, mais c'est roulant. Voilà, il y a plus dur sur la fin de parcours. On redescend vers Fraisse sur Moselle. Le col du Ménil, qui n'est pas au classement de la montagne, de toute façon qui n'aurait été qu'une côte de 4e catégorie. On est déjà à ce moment-là à 90 km de l'arrivée. Et ensuite, c'est l'enchaînement col de la Croix de Mona, col de Grosse-Pierre, col de la Chourte, qui va nous emmener à 1100 mètres d'altitude pour ce sommet. Le col de la Croix de Moina, 5 km 2 à 7,1 de moyenne, côte de 2e catégorie, avec 2 premiers kilomètres qui sont compliqués, 8,3%, 8,4%, et puis ensuite ça s'adoucit au fur et à mesure de la pente. On enchaîne ensuite avec ce fameux col de Grosse-Pierre, encore plus pentu, plus court aussi, 3 km 2 à 7,9 de moyenne, côte de 2e catégorie. Vous voyez, il y a moins de 10 km entre le col de la Croix de Mona et le col de la Grosse-Pierre. Le col de la Grosse-Pierre qui est à mi-journée, c'est-à-dire qu'on sera à 70 km de l'arrivée. Ce col de la Grosse-Pierre, on le voit tout de suite, très pentu. Pendant 1 km, on va être au-delà de 11%, 11,2% puis 11,4%. Sinon, le reste est, on va dire, raisonnable dans cette montée. C'est vraiment le dernier kilomètre 500 qui est compliqué sur cette montée du col de la Grosse-Pierre. Donc voilà, un petit répète chaud si on était sur la Vuelta, mais un petit radar, voilà, un beau petit mur pour cette montée du col de Grosse-Pierre. Et puis on va pas redescendre après le col de Grosse-Pierre, on va rester en prise pendant une quinzaine de kilomètres avec le passage par le sommet du col de la Chourte, 4 km 2 à 5,1 de moyenne, côte de 3e catégorie, au kilomètre 79, on le regarde tout de suite, c'est pas très dur, le col de la Chourte, à part 500 mètres à 10,2%, mais les 500 derniers mètres sont plutôt faciles. Bon, vous voyez, il y a vraiment 2 pentes en fait importantes, c'est une pente à 10,2, une pente à 8% sur cette montée. On sera peut-être sur un moment où la course sera un peu plus calme, que ça soit pour les échappés, mais pour les leaders également. On redescend ensuite vers Münster pendant voilà, une bonne vingtaine de kilomètres. J'ai pas regardé la descente même, mais c'est un peu technique quand même. Parce que oui, non, il y a la descente, bon voilà, il y a des épingles. Après, parfois les routes sont assez larges quand même, mais oui, il faudra faire attention parce qu'il y aura de la végétation, certainement à ces altitudes-là. Donc oui, c'est pas si facile que ça, cette descente. Parce que la descente du petit ballon, je sais que c'est technique, mais là, celle-là aussi. On poursuit donc avec l'autre difficulté et les 2 dernières difficultés de première catégorie. Le petit ballon qui sera au kilomètre 108, c'est-à-dire à 30 km de l'arrivée, moins de 30 km de l'arrivée. On le regarde tout de suite, ce petit ballon. Les 2 premiers kilomètres sont extrêmement durs, avec 10,2%, 9,8%. Ensuite, on a encore des rampes qui parfois seront au-dessus de 8%. Mais voilà, ces 2 premiers kilomètres peuvent faire très mal à plus de 30 km de l'arrivée. On peut tenter de partir à ce moment-là. S'il y a des coureurs qui ont envie, ils peuvent tenter de partir à ce moment-là. Et puis ensuite, bon, ça reste dur sur la suite. C'est plus dur le petit ballon que le grand ballon, de manière assez surprenante. C'est beaucoup plus pentu avec cette montée. Et voilà, il y a juste un replat entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. Et puis on redescend, donc comme vous le voyez rapide et technique. Voilà, il y a quelques zones quand même où il faudra faire attention. Et puis quasiment juste après, on entame le Platzer Wassel. Il n'y a vraiment pas de transition entre ces 2 côtes, comme vous pouvez le voir, au kilomètre 118, on attaque le Platzer Wassel. 7 km 1 à 8,3 de moyenne, côte de première catégorie. Ce col du Platzer Wassel, extrêmement compliqué. On l'a vu l'année dernière chez les filles. C'est une côte très difficile, cette côte du Platzer Wassel. 7 km 1 à 8,3 de moyenne. Très irrégulier avec des pentes vraiment très difficiles sur le sommet. Donc il faut faire très attention. Et puis en plus, après, ça ne redescend pas.
c'est-à-dire qu'on continue vers le Markstein. C'était la côte du Platzer Vassal, où ça s'est vraiment décanté l'année dernière. Parce qu'on avait inversé par rapport au Chili, ça s'était décanté dans cette côte-là. Il faudra faire très très attention. Et puis après, on a une dizaine de kilomètres de plat jusqu'à l'arrivée. On peut regarder le final. Alors, il n'y a pas de rond-point, c'est pas très technique. Voilà, il y a quelques courbes. Puis, il faut faire attention sur la fin, ça remonte légèrement. Et ils ne l'ont pas marqué, bien entendu. C'est la seule étape où il fallait marquer le final, ils ne l'ont pas marqué. Mais ça remonte un peu sur le dernier kilomètre. Donc, il faut faire attention. Dernière ligne droite de 170 mètres avec 6 mètres de large parce qu'il y a une chicane. Non. Bon, voilà, on a décidé d'arriver à cet endroit-là. C'est encore une arrivée. Voilà, sur la fin, c'est un peu technique, mais bon. Est-ce qu'on aura vraiment des gros groupes, à part les groupes Eto dans le final? Je ne suis pas sûr. J'ai oublié de le noter également, 137 km, il faudra faire attention au groupe Eto, parce que je crois qu'elle n'est pas, je ne sais plus si elle est classée étape de montagne. Si, elle est classée étape de montagne. Mais voilà, 134 km, c'est extrêmement court. Donc il faut faire attention véritablement du côté des délais. On passe tout de suite au segment Strava. Du côté des segments Strava, on regarde celui du ballon d'Alsace. Le record est de 26 minutes 02, la moyenne chez les pros est de 34 minutes 57. Le meilleur pro, je crois, est 13e ou 14e, c'est Thibaut Pinot, c'est ce que nous dit le Tour de France. Ce sont que des amateurs qui sont dans le top 10. Donc le meilleur temps, c'est Jérémy Schweitzer, je pense qu'on va dire comme ça, en 26,02 avec 26,5 km/h. J'ai un Théo Clément en 26-27. On est aux alentours de 300 watts, 350 watts. Je vois pour Lilian Tétard, ou Teutard, je ne sais pas comment on doit le dire. Et Dean Harvey à 339 watts. Vous voyez à peu près les valeurs qu'auront les coureurs professionnels. On pourrait tourner aux alentours de 400 watts. Voilà. Mais en même temps, c'est en début de course. Donc si le début de course est animé, mais c'est pas sûr que ce soit si animé que ça. Faudra voir si l'échappée part vite, si beaucoup de coureurs sont fatigués et qu'on laisse partir un échappée très rapidement. On enchaîne avec le col de la Croix des Moinas, 14 minutes 36, record détenu par Thibaut Pinot. La moyenne chez les pros de 20 minutes 14. Thibaut Pinot qui a fait ce temps-là le 11 août 2022, donc c'était après son Tour de France. 20,8 km/h dans cette montée. J'ai un Nicolas Hédé en 15 minutes 18. Et du côté des professionnels, j'ai que ces temps-là. Nicolas Hédé, c'était avec 352 watts de moyenne pour un temps de 15 minutes 18. On poursuit avec le col de la Grosse Pierre. 4 minutes 16, c'est le temps détenu par Thibaut Pinot. La moyenne chez les pros de 5 minutes 15. Bon, là, c'est une côte qui n'est marquée qu'à 1 km 12 sur le segment Strava. Donc Thibaut Pinot avait fait 15,8 km/h en 4 minutes 16. J'ai un Laurens Stendam également en 4,24 et le meilleur temps détenu par Thibaut Fréchard. Il l'a réalisé le 22 juin 2023 en 4 minutes 14 à 15,9 km/h. Et un Laurens Stendam avait fait 432 watts sur cet effort qui était quand même plutôt court. Yann Bakelands, 4 minutes 36. David Gaudu, 4,34. On enchaîne ensuite avec le petit ballon. 27 minutes 16 le meilleur temps des professionnels. Thomas de Rent qui a ce meilleur temps et 39,14. C'est la moyenne chez les pros. Thomas de Rent avait fait 20,6 km/h en 27 minutes 16, 418 watts. Thymen Arensman avait fait 28,32. Et j'ai un Yann Bakelands également en 30 minutes 13. Un Michel Reiss en 30,49. Et puis on termine avec le Platzer Basel. 21 minutes 51. C'est détenu par Julien Antomarchi qui avait fait le Tour d'Alsace 2015. 21 minutes 51, la moyenne chez les pros est de 29,24. J'ai du Romain Bardet en 22,06 à 19 km/h de moyenne. Jack Egg 18,6 km/h en 22,29. Et un Bram Tankink 22,31. Nick Schulz 22,32. Comme Quentin Paché. 400 watts pour Rune Regots en 21,53.
J'ai 346 watts pour Nick Schulz en 22-32. On passe à l'histoire du Tour de France. Et aujourd'hui, on va revenir sur le Tour de France, mais sur le Tour de France femmes. Aujourd'hui particulièrement, avec cette fameuse étape numéro 7 l'année dernière. Journée où on passait 2 fois au Markstein, au programme le petit et le grand ballon et le Platzer Basel. À ce moment-là de la course, Marianne Vos est en tête avec 30 secondes d'avance sur Niewiadoma et Persico. Elle avait fait un très bon début de Tour de France, où elle avait gagné des étapes. On a des doutes sur Van Vleuten à ce moment-là de la course, parce qu'elle est tombée malade en début d'épreuve, qu'elle n'a pas vraiment vécu une belle étape. C'était du côté... Alors, c'était pas Fontainebleau, je ne sais plus c'était quel vide du 77, où il y a la chute, la fameuse chute également du côté de la... Enfin, il y avait eu pas mal de chutes ce jour-là. Je ne sais plus quel était le nom de la ville. Mais elle est ultra favorite, mais on ne connaît pas à ce moment-là sa condition physique, hein. On a des doutes. Le départ est rapide, nous avons une grosse échappée qui se forme. La Trek a décidé d'animer la course avec notamment Elisa Longo Borghini. Elle est accompagnée par Balsamo et Van Dijk. On arrive au pied du petit ballon. À ce moment-là de la course, Marianne Vos est déjà distancée avec entre 6 et 7 minutes de retard. À l'approche de cette difficulté, la Movistar de Van Vleuten roule notamment avec Arlemis Sierra, l'idée étant de reprendre l'échappée vraiment au pied, parce que Longo Borghini, on sait que c'est une fille qui peut être dangereuse, donc il faut arrêter cette attaque le plus vite possible. Le peloton reprend l'échappée et Van Vleuten attaque dès le pied avec Demi Vollering. Longo Borghini va tenter de suivre le duo néerlandais, mais elle ne va pas y arriver. Derrière, on retrouve Silvia Persico, Evita Music, Mavi Garcia, Cécile Trupp-Ludwig et Kasia Nevadoma. Et c'est à ce moment-là que le direct France Télé démarre, mais la course est déjà bien décantée, donc on a raté pas mal d'éléments. À 75 km de l'arrivée, ce groupe est à 2 minutes 30 du duo de tête. Longo Borghini est intercalé en chasse-patate. Et au sommet du petit ballon, c'est Vollering qui passe en tête devant Van Vleuten. Dans la descente, Van Vleuten est en difficulté et Vollering en profite. Mais le duo néerlandais se reforme dans le col du Platzer Basel. À 62 km de l'arrivée, Van Vleuten réaccélère. Et Vollering ne peut pas suivre. Parce qu'on avait passé le Platzer Basel. Et ensuite le petit ballon. Voilà, on avait inversé par rapport à aujourd'hui. Longo Borghini est toujours seul à 3 minutes 22 et le groupe Niewiadoma, Persico, Labous et Musique à 4,45. Et l'écart passe à la minute au niveau du passage sur la ligne d'arrivée au Markstein, alors que derrière on devra se contenter des places d'honneur avec une Elisa Longo Borghini en difficulté qui n'a plus que 40 secondes d'avance sur le groupe Niewiadoma. Personne ne reprendra les 2 femmes de tête. Derrière le groupe Niewiadoma reprend Longo Borghini à 12 km 500 de l'arrivée. Elles ne sont plus que 4. Evita Music, Silvia Persico ont craqué. On retrouve donc Juliette Labous, Urska Zigart, Cécile Ludwig et Niewiadoma. Silvia Persico s'accroche et elle revient à 10 km de l'arrivée parce que le rythme également diminue. Mais dès son retour, Niewiadoma accélère. Persico et Longo Borghini sont lâchés définitivement. Van Vleuten s'impose et elle prend le maillot jaune, sacré numéro de la concurrente de la Movistar qui a quand même fait une année 2022 absolument remarquable. 3 minutes 26 après, c'est Vollering qui passe. Ludwig termine 3e à 5 minutes 10 devant Labous et Niewiadoma. Evita Music se retrouve dans le top 10 du général. Le cycliste du jour, Christophe Mangin, qui est né dans la région, professionnel de 94 à 2008, 14 ans de carrière. Une étape sur le Tour en 97, le Grand Prix de Plouay 99 également. 10 jours maillot à poids en 2002. Alors il est surtout connu malheureusement pour sa chute dans le dernier virage lors de l'étape de Nancy sur le Tour de France 2005. Il est en tête de la course à ce moment-là et il va tomber dans le dernier virage et le peloton va revenir. Champion de France de cyclocross en 97 et 98. En 97, il est champion de France de cyclocross et c'est la première victoire de l'histoire de la Française des Jeux, tout simplement. Voilà, c'est la première victoire, donc mois de janvier, pour cette équipe.
2003 également, vainqueur de Cholet, Pays de la Loire. En début de carrière, il a toujours eu un profil un petit peu de finisseur, d'attaquant, grâce à son talent de cyclocross. Voilà, d'être un coureur qui est capable de finir très fort les courses. Et ça l'a aidé, notamment, moi je me souviens sur cette étape du Tour de France sur le Tour 2005 où vraiment il arrive à en remettre. Bon, dommage, il échoue à pas grand-chose. Mais il était souvent baroudeur, c'était souvent un baroudeur qui pouvait résister très longtemps au peloton. Du côté de la météo, soleil 25 à 26 degrés, vent d'ouest entre 20 et 40 km par heure. Du côté du vent, jusqu'à la deuxième côte, il est de côté, puis il sera de dos entre la deuxième côte et quasiment le pied du Platzer Wasel, où là il sera de face. Mais déjà dans le grand ballon, on pourrait avoir un vent légèrement d'ouest et légèrement défavorable parce que des fois sur la chaîne météo ça indique vent d'ouest sur des communes à côté. Des fois ça indique vent de nord-ouest, donc ce qui change un petit peu la donne. Du côté de la stratégie, grosse échappée entre 15 et 20 coureurs qui veulent se mettre en avant, soit échappée plus petite avec de la course et un costaud qui s'impose, soit victoire d'un leader avec des écarts faibles au général. Bon, je crois que cette option-là est peut-être un peu moins sûre. Du côté des favoris, moi je mets Thibaut Pinot. Il a plus grand-chose à jouer au général, il est plus dangereux au général. Il est à domicile, ça m'étonnerait qu'il n'essaye pas d'être dans l'échappée, qu'il n'y ait pas un plan Thibaut Pinot. Wout Poels, ouais, il a été quand même impressionnant du côté de Saint-Gervais. C'est des montées assez similaires qui peuvent lui convenir. En plus, il fait pas trop chaud, donc ça peut être pas mal. Tom Pidcock, là aussi, il y a des belles descentes. Il est loin au général, hein. Il a perdu pas mal de temps sur cette fin de deuxième semaine, début de troisième semaine. Donc ça pourrait être intéressant pour lui, même si on lui demandera peut-être de protéger Rodriguez. Et puis en grosse cote, Van Rils, on m'a dit qu'il fallait dire Van Rils et pas Van Gils. Certainement parce que c'est le côté flamand. Donc Maxime Van Rils qui sera ma grosse cote du jour, voilà, parce que bonne pointe de vitesse, coureur offensif, donc ça peut être intéressant. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h30, Ballon d'Alsace entre 14h17 et 14h20, le sprint intermédiaire entre 14h34 et 14h39, le col de Grosse-Pierre entre 15h13 et 15h21, le pied du petit ballon entre 15h50 et 16h02 et l'arrivée prévue entre 16h54 et 17h17, tout simplement parce qu'en fin de journée, il y a un énorme transfert pour rentrer sur Paris. Donc voilà, on veut que les coureurs terminent tôt cette étape pour pouvoir rentrer sur Paris. Je rappelle, il y a 6 heures de route en bus pour arriver sur Paris. Donc voilà, c'est un petit détail. Mais alors, dans certaines équipes, on va faire une pause à 3, par exemple, dans une commune à mi-chemin, on va dire, et on va donc refaire la route le lendemain matin. Soit parfois, on va décider d'aller sur Paris dès le soir, mais pas forcément avec le bus, c'est-à-dire en train. Donc il y a plein d'options possibles pour les coureurs pour rentrer du côté de Paris. Nous, on se retrouve donc ce soir pour faire le débrief de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Demain, présentation de la dernière étape. Présentation également de la première étape du Tour de France Femmes. La première étape du Tour de France Femmes, ça sera 7h. La présentation de l'étape du Tour de France Femmes, du Tour de France Hommes, les Champs-Élysées, ça sera à 8h. Voilà, pour créer un petit espace entre ces deux vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!